Merci d'être venu jusqu'à Lyon pour ce congrès de l'ANARLF 2024. On est très heureux de vous recevoir ici, dans ce bel environnement, dans ce bel endroit qui a été une fac de médecine il y a très longtemps, qui maintenant est la fac de lettres, de gestion, d'économie, tout ça, mais à laquelle on a encore accès. Du coup, on va commencer le congrès. Vous avez tous vu le programme. On vous a pas mis le programme sur le flyer, mais il est disponible sur le site internet, donc vous pouvez aller le voir assez facilement. Et on va commencer ce matin, juste après ça, avec Claire Daillot, qui va nous faire une première session d'introduction sur les agents anti-infectieux chez le patient cérébro-lésé. Et puis après, on aura 3 sessions thématiques. Une session aujourd'hui sur les troubles de l'hydraulique du LCR, une session demain sur le système nerveux autonome, et puis une session demain après-midi sur l'électrophysiologie. Avant qu'on démarre et que je laisse la parole à Claire, j'avais quelques petites informations à vous donner. L'AG de l'ANARLF, elle aura lieu ce soir après les conférences ici, pour ceux qui ont cotisé et qui sont membres de l'association. Le dîner de gala aura lieu à 20h ce soir. Vous avez vu défiler l'adresse dans la brasserie Paul Bocuse, le Sud, qui est à un quart d'heure de marche d'ici, place Bellecour. Il reste encore quelques places. S'il y en a qui n'ont pas encore payé leur inscription et qui veulent venir, vous pouvez aller voir à l'accueil pour régler votre inscription et participer au dîner de gala si vous le souhaitez. Ensuite, je souhaitais remercier tous les sponsors qui ont permis de rendre cet événement possible. Vous verrez qu'ils ont tous des stands au premier étage, là où on fait les pauses café et là où on va pouvoir manger à midi aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir leur stand. C'est grâce à eux qu'on peut être ici ensemble, qu'on peut profiter de ces événements. Et puis, je voulais aussi remercier la cellule congrès que vous avez vue à l'accueil, que vous avez sans doute eu par mail à plusieurs reprises. Et c'est aussi grâce à eux que tout ça peut avoir lieu et que toutes les parties administratives, gestion, ont pu se faire de manière assez fluide. Donc, je vous remercie à tous. Vous verrez défiler 2 QR codes que je vous inviterai à flasher pour l'étude Neurolife et pour l'étude sur le tyrofiban, qui sont des questionnaires, des études de pratique que vous pourrez répondre. Donc là, vous pouvez les flasher, puis ils redéfileront après au moment des pauses pour que vous puissiez répondre à ces 2 questionnaires. Et puis maintenant, avec tout ça qui a été dit, Claire, je vais te laisser la parole. Tu peux gérer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça marche. Alors, donc on m'a demandé de faire donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Hop, ça va peut-être être plus simple. Oh. Ça va peut-être être. C'est bon. Ok. Voilà. Donc on m'a demandé de vous faire un cas clinique sur la gestion des antibiotiques chez le cérébro-lésé. Donc j'ai essayé de balayer un petit peu large. J'espère que ce ne sera pas trop facile. Et puis au fil des questions, on fera des petits points sur les recommandations, sur des études. Donc je vais vous proposer de flasher le QR code pour pouvoir répondre. Alors, il faut quand même que je vous dise que WooClap, je ne suis pas une très grande spécialiste, donc je vous demande un petit peu d'indulgence. Est-ce que c'est bon ? Je vois encore des téléphones levés. C'est bon ? Alors, on a une patiente de 58 ans qui est diabétique, obèse, tabagique, qui est retrouvée comateuse Glasgow 8, qui est intubée en préhospitalier, qui est victime d'une hémorragie méningée Fischer-4 avec inondation ventriculaire, qui est admise en réanimation à H6 de son coma et qui est en hypertension intracrânienne, sur une hydrocéphalie obstructive. Donc on lui pose une dérivation ventriculaire externe en urgence dès son admission en réanimation.
Donc la première question, c'est réalisez-vous une antibioprophylaxie à cette patiente? Alors, les réponses, moi je vais vous laisser les lire, c'est peut-être plus simple. Céfazoline, bon, je vais les lire en même temps. Allez, céfazoline 2 grammes avec la pause de DVE, 2 grammes dans les 12 heures post-intubation pour prévenir les PAVM, ceftriaxone 2 grammes dans les 12 heures pour prévenir les PAVM, aucune antibioprophylaxie, ceftriaxone dans les 12 heures pour prévenir et les PAVM et l'infection de DVE, et céfazoline 2 grammes pour les mêmes raisons. Donc là, vous avez 1 minute. C'est bon, je vais pouvoir... j'avance. Alors, je vais pouvoir faire ça, parce que je... Oui, ici. Ah! Donc, j'attends. Plus 4 secondes, parce que je me suis dit qu'il fallait qu'on soit efficace. Hop. Alors, la réponse correcte... c'était ceftriaxone 2 grammes dans les 12 heures post-intubation pour prévenir les PAVM. Ça peut se discuter, évidemment. Ça n'est pas... Et là, il y a 14% de bonnes réponses, selon ma réponse. Je sais pas... voilà. Pour ce qui est des... Alors, on va revenir un petit peu sur les réponses. Parce que vous voyez, on a 60%, pas d'antibioprophylaxie, et on a on a 22% pour la DVE. Donc, si on revient sur la dérivation ventriculaire externe, nos dernières recommandations de neurochirurgie, neuroradio interventionnelle de la SFAR disaient qu'effectivement, il n'y a pas d'antibioprophylaxie pour les poses de dérivation ventriculaire externe, ni les dérivations lombaires externes. Les seules antibioprophylaxies que l'on fait dans ce contexte sont pour pose d'une DVP ou d'une DVA, donc par céfazoline 2 grammes. Donc, pour les DVE, les experts ont voté l'absence d'antibioprophylaxie et pourtant, outre-Atlantique, eh bien, il y a une recommandation pour faire cette prophylaxie au moment de la pose de DVE. Pour ce qui est des PAVM précoces, vous savez comme moi que les PAVM précoces sont très fréquentes chez les cérébrolésés comateux pour l'association de micro-inhalation et de dysrégulation immunitaire précoce chez ces patients. Donc ça fait le nid de pneumopathie précoce. Et bien sûr, la prévention, c'est mieux que le traitement. Donc on a mené une étude dans le groupe Atlan-Réa et aussi des centres de la NARLF pour essayer de prouver que la ceftriaxone 2 grammes pouvait prévenir les PAVM précoces chez ces patients cérébrolésés. On a inclus des patients avec une lésion cérébrale, AVC, trauma crânien, HSA, comateux inférieur à Glasgow 12, intubés dans les moins de 12 heures et qui devaient être intubés dans plus de 48 heures. L'objectif principal était d'évaluer l'efficacité d'une dose unique de ceftriaxone pour la PAVM, pour prévenir la PAVM précoce. On regardait aussi les PAVM et les agents pathogènes à J28, l'exposition aux antibiotiques, à la ventilation mécanique, à l'hôpital, à la réanimation et le pronostic neurologique et la mortalité à J28. Alors, on a randomisé les patients, et, soit ils recevaient 2 grammes de ceftriaxone, soit le placebo, dans les 12 heures post-intubation, et toutes les pneumopathies étaient confirmées par un comité d'adjudication en aveugle a posteriori. Les résultats, on va aller vite. Voilà, à gauche, vous avez la courbe de Kaplan-Meier. Donc, en bleu, c'est le placebo. En rouge, c'est la ceftriaxone, avec une diminution significative du risque de développer une pneumopathie précoce. Et pour ce qui est de droite, c'est les pneumopathies à J28, tout confondu. Donc, on avait une diminution significative des pneumopathies tout confondues et précoces chez ces patients qui recevaient la ceftriaxone 2 grammes. On diminue l'exposition aux respirateurs, aux antibiotiques également. Et pour ce qui est du pronostic à J28, on a une amélioration du pronostic neurologique avec une diminution de la mortalité qui était significative à J28, avec une amélioration du Rankin 0,1. Pour ce qui est de J60, on diminue l'exposition à la réanimation, à l'hôpital. Par contre, il n'y avait pas de différence significative pour ce qui est de la mortalité à J60.
Donc finalement, cette ceftriaxone 2 grammes, une seule dose, sans être associée forcément à la décontamination digestive sélective ou à la décontamination oropharyngée, parce qu'aucun de nos patients ne le recevait ni dans un groupe ni dans l'autre, eh bien diminue le risque de PAVM précoce. Donc on peut, alors c'est pas encore recommandé évidemment, peut-être ce ne le sera jamais, mais en tout cas cette étude peut permettre de le faire si vous le souhaitez. Alors notre petite dame, Madame La, 58 ans, à J5, eh bien elle va développer une PAVM avec un rapport PF inférieur à 150, avec une nouvelle image, donc voilà, une PAVM avec tous les signes de pneumopathie. Par contre, elle n'a pas d'état de choc. Donc, quelle antibiothérapie probabiliste instaurez-vous? Vous nous donnez juste le nom de la molécule que vous voudriez instaurer. On est à J5, post-intubation. Je peux mettre le nuage de mots, là? Non? À la fin? Je peux le mettre maintenant? Ah si, c'est bien, comme ça... Parce que c'était le but, mais je ne savais pas trop. Il faut que j'appuie sur le petit bouton. Vous avez encore quelques minutes. Enfin, quelques secondes, plutôt. Donc ici, 76, 77. Alors, on a plein de trucs, hein. C'est bien. Alors, je lis les résultats, on est d'accord, dans la liste des résultats. Alors, il y a plein de choses. Donc, amoxicillin clave, céfotaxime, céfométronidazole, céfépime, pipetazo. Vous voyez, on est, voilà, un peu de lévoflow. Il y a du Shepa aussi. Donc, voilà, C3G Ginta. Elle n'a pas d'état de choc, hein, je vous rappelle. Tazo, Axépime. Voilà. Bon. Donc, on va avancer un petit peu. Notre PAVM précoce, normalement, c'est inférieur à 5 jours, mais quand on regarde un petit peu la bactériologie des patients qui font des PAVM chez les cérébrolésés, eh bien, finalement, dans pas mal d'études, des anciennes, mais aussi des plus récentes, on voit que c'est polymicrobien, ça c'est caractéristique de ces pneumopathies, et la plupart des antibiotiques, des bactéries qui sont présentes, c'est les plus fréquentes, c'est Staph aureus, Haemophilus, Streptocoque. Vous voyez, c'est à peu près, j'ai repris un peu les incidences en fonction des différentes études. Et en fait, on se rend compte aussi, il y a des études qui sont sorties qui ont montré que dans plus de 90% des cas, finalement, on a plutôt des pathogènes communautaires jusqu'à J7, ce qui permet de se dire que finalement, ces pneumopathies précoces chez le cérébrolésé, elles ne sont pas tout à fait comme pour les patients tout venant de réanimation. Alors évidemment, ça dépend évidemment des patients que vous traitez. Si vous avez une réanimation polyvalente, peut-être qu'il faut changer un petit peu la donne, mais je pense que ce qui va générer la pneumopathie chez ces patients-là, c'est pas forcément le fait qu'à côté il a une péritonite avec une BLSE, enfin un patient avec une péritonite et un entérobactère producteur de BLSE, c'est juste que sa pathogénicité à lui, eh bien il est cérébrolésé et finalement il va développer plutôt des pneumopathies à germe communautaire. Donc il est plutôt admis dans la littérature que les PAVM précoces chez le cérébrolésé, c'est jusqu'à J7. Donc peut-être que vous auriez changé, alors vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais peut-être que vous auriez changé au vu de ça votre antibiothérapie. Donc si on reprend, si on se base sur ce principe, eh bien finalement à J5, on peut, au-delà de J5 jusqu'à J7, eh bien on peut appliquer amoxicillin clave ou céfotaxime, c'est une C3G, dans ce cas-là pour pouvoir traiter cette pneumopathie. Alors qui ne ferait pas ça? J'aimerais bien savoir quand même. Qui n'est pas d'accord avec ce principe? Vous avez le droit, hein? Non? Bon. Ben alors, bon, très bien. Et alors, bon, donc vous partez sur le choix de céfotaxime, parce que c'est ce que vous faites chez vous, dans votre service. Et quelle est la posologie que vous allez prescrire?
Alors 1 gramme fois 3 injections par jour, 2 grammes fois 3 injections par jour, 2 grammes puis 6 grammes par jour en perfusion continue, 6 grammes par jour en perfusion continue. J'en ai perdu quelques-uns. 70. Hop, c'est bon. Alors, donc 2 grammes puis 6 grammes par jour, un petit peu d'1 gramme fois 3, un peu de 6 grammes perfusion continue. Effectivement, j'aurais opté aussi pour céfotaxime 2 grammes puis 6 grammes par jour. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi. Donc déjà, première diapo, un peu de rappel de pharmacocinétique. Quand on est en dosage en perfusion intermittente, alors ça dépend évidemment des CMI, là on a plutôt des CMI très très basses, donc théoriquement on n'a pas trop de chances d'être en dessous de la CMI, mais notre objectif c'est d'atteindre des concentrations au-delà de la CMI 100% du temps quand on traite par une bêta-lactamine. Donc on veut avoir 100% du temps au-dessus de la CMI. Donc finalement, si on fait des perfusions intermittentes et qu'on a une CMI un peu élevée, on a un risque de ne pas couvrir le 100% du temps au-dessus de la CMI avec les perfusions intermittentes. Là, notre patiente, je vous rappelle, elle a un PF inférieur à 150, elle est grave, on est tôt, elle est en HTIC, enfin elle est plus en HTIC grâce à la DVE, on espère en tout cas. Donc attention, il faut quand même qu'on tape assez vite et là on risque d'avoir une perfusion qui va pas taper 100% du temps au-dessus de la CMI. Si on fait une perfusion continue, très bien, on va atteindre un état d'équilibre au bout d'un certain temps et en général, en fait, ça va prendre quelques heures et le problème, c'est que votre état d'équilibre en H24, il n'est pas forcément atteint et il n'est atteint que si vous faites une dose de charge et ensuite avec un relais de perfusion continue. Ce qui fait que c'est pour cette raison, pharmacocinétique, alors là c'est écrit pipetazo, j'ai emprunté cette diapo à Claire Roger, mais peu importe, c'est le principe qui compte. Et donc l'intérêt c'est d'obtenir une dose, une concentration rapidement au-dessus de la CMI et durablement grâce à cette perfusion continue. Et les recommandations pour les RPP qu'on a faites en 2018, donc recommander la perfusion prolongée ou continue pour les bactéries avec des CMI élevés, ça c'est clair. Pour les patients en état de choc ou qui ont un score de gravité élevé, notre patiente, je pense qu'on peut la considérer avec un score de gravité élevé. Pour des patients qui ont des infections respiratoires basses, pour des infections à BGN non fermentant. Et les experts recommandaient aussi une dose de charge avec un bolus en bolus intraveineux avant la perfusion continue. Donc on peut se dire qu'avec ces recommandations-là, effectivement, on va plutôt partir sur une perfusion continue avec une dose de charge préalable. Alors pour optimiser l'efficacité de votre antibiothérapie, quel dosage prévoyez-vous ? Vous avez le droit de mettre plusieurs types de dosages et plusieurs types, puis les délais, si vous avez envie. Alors, on a la clairance, on a le céfotaxime à H48, on n'a aucun. Céfotaxime plasmatique, taux sanguin à H24. On est où là? Je sais plus. J'avais pas mis de délai là? Non, j'ai oublié. Voilà. Bon, on va s'arrêter là peut-être. Hop. Ah, il y en a encore. Je laisse un petit peu. C'est bon, ça stabilise. Donc en fait, là, c'était pour optimiser, qu'est-ce qu'on veut. Donc là, on voit, il y a 2 fois la CMI, dosage plasmatique, dosage sanguin, céfotaxime à H24, céfotaxime dans le LCR.
avec un petit smiley. Adaptation à la fonction rénale, la clairance, la résiduelle, on est en perfusion continue. Je vous le rappelle, dosage sanguin, résiduel. Voilà, donc on a plutôt H24, H48, donc on voit que entre les deux, notre cœur balance. Comme on a une perfusion continue avec une dose de charge, on peut considérer qu'on est à l'état d'équilibre dès H24. Ça, et vous faites la clairance. Et alors, j'ai une deuxième question juste derrière. Non, juste après. Donc, effectivement, on va faire un suivi thérapeutique toujours dans CRPP, pharmacologique. On va faire une concentration, une mesure de concentration au moment de l'état d'équilibre, lors d'une administration continue. Et effectivement, si vous êtes en administration intermittente, eh bien, vous ferez des résiduels. Ça, on est d'accord. Donc, effectivement, le but, c'est d'être le 100% du temps au-dessus de la CMI. Quand vous êtes 4, on voit bien, on se dit 2, on a vu 2 fois la CMI, parfois on vous dit 4 fois la CMI, jusqu'à 8 fois la CMI. Attention, là on y est sur du pathogène communautaire, on peut atteindre 2, 4 fois la CMI, mais on n'est pas, il faut faire attention à ne pas vouloir des objectifs thérapeutiques trop élevés, parce que vous avez des risques de toxicité, et ça c'est vrai, surtout pour limiter les résistances sur des germes qui vont avoir un haut risque, un haut potentiel de muter et de développer des résistances, et c'est là où vous voulez atteindre 4 fois la CMI. Pour ce qui est du suivi thérapeutique, en général, il se fait entre 24 et 48 heures, donc vous avez dit 24, 48 heures, mais sachez que si vous faites bien votre dose de charge avec la perfusion continue, vous pouvez le faire dès 24 heures. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir très vite adapter vos posologies si vous avez la chance d'avoir ces dosages à disposition dans votre hôpital. Évidemment, à chaque fois que vous allez modifier votre posologie, eh bien, théoriquement, vous allez refaire ce dosage dans les 24 heures qui suivent. Et c'était pas forcément dit dans les recommandations, mais en tout cas, si vous augmentez les posologies, moi je pense que je conseille, en tout cas c'est ce que nous on fait dans notre service, c'est qu'on refait une dose de charge et ensuite on remonte la posologie, enfin la perfusion continue, pour pouvoir atteindre plus rapidement votre concentration à l'état d'équilibre, pour pouvoir refaire votre évaluation, votre concentration à H24 et pas attendre qu'il y ait l'état d'équilibre 2 jours après, parce que sinon vous allez continuer votre antibiothérapie pendant bien trop longtemps, et il faut bien penser qu'on est on va pas poursuivre les antibiotiques pendant des jours et des jours. Alors, si vous calculez, il y avait déjà la réponse, si vous voulez calculer la clairance, quelle formule utilisez-vous? Ça c'est facile. Allez-y. On va peut-être pouvoir faire une petite pause question si vous le souhaitez, discussion, parce que j'ai l'impression d'être un petit peu... C'est bien ou clap, mais l'interaction... Non mais on attend celle-ci, puis après on va peut-être faire une petite pause, parce qu'après on va changer de... Enfin, de mémoire, on change un peu. Ok ? Alors... lire les résultats. Donc, on a UV sur P sur tous les modes, avec des cerveaux, avec des petits likes, avec des cœurs. Sur les urines de 24 heures, sur le UNOU des 24 heures, UV sur P, MDRD. Alors, MDRD et Cockcroft, sachez que, en fait, ils sont pas fiables. Ça a été montré dans la littérature, je ne vous montre pas les études, mais ça a été montré dans la littérature que MDRD et Cockcroft sont faits pour, en fait, ça a été développé chez des patients insuffisants rénaux, qui ne sont pas en réanimation, et donc ce sont des formules qui ne sont pas fiables pour les patients de réanimation. Donc ça a été bien montré. Donc en fait, si vous voulez estimer la clairance de la créate, eh bien, vous allez plutôt faire une
une mesure de cette clairance avec une estimation calculée, un calcul de cette clairance de la créate en utilisant la formule UV sur P. Donc, effectivement, le gold standard, c'est de le faire sur 24 heures. Est-ce que vous savez si on peut le faire sur moins longtemps et sur combien? Alors, oui, on peut le faire, je vous le dis, mais sur combien de temps on peut le faire? Je vois un 8 ici. Bon, Hugues, 8. Alors, vous pouvez le faire sur 8 heures. Et ça, c'est quand même assez intéressant, justement, pour adapter votre posologie à la phase initiale. C'est-à-dire que quand vous allez instaurer votre céphotaxime, là, en l'occurrence, 2 grammes puis 6 grammes par jour, eh bien, le fait de faire, vous avez sûrement des urines qui sont en train d'être collectées par vos équipes paramèdes. Et là, vous allez faire la mesure de cette créatinine urinaire sur les 8 heures. Et comme ça, finalement, assez rapidement, vous allez pouvoir calculer cette clairance de la créate. Ce qui va vous permettre très rapidement d'adapter votre posologie avec, à la clairance de la créate. Si votre patient est hyperclairant, vous allez augmenter les posologies. Donc, la clairance de la créate sur 8 heures, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès le J0 de votre antibiothérapie. Et éviter d'attendre un jour quand vous allez faire votre mesure de concentration. Et si votre clairance de créate est finalement très élevée, eh bien, vous allez pouvoir adapter la posologie. Mais si vous avez fait votre mesure, probablement que vous aurez une concentration plus basse que ce que vous pouvez espérer. Je fais quelques petites remarques sur la clairance et puis on va pouvoir discuter un petit peu. Alors, les recommandations, clairance de créate selon UV sur P au début du traitement. Donc, au début du traitement, pensez à le faire. Si vous ne gardez pas les urines sur 24 heures, vous le faites sur 8 heures. Et lors de la réalisation du dosage, donc au début de traitement et à chaque fois que vous allez faire votre concentration, eh bien, vous allez répéter votre clairance de la créate parce qu'il faut savoir que la clairance de la créate, elle évolue au fil des jours chez ces patients cérébrolésés avec plutôt des patients hyperclairants que des patients insuffisants avec des clairances plus basses. Donc, les cérébrolésés, donc vous voyez l'hyperclairance, elle est due au syndrome inflammatoire majeur que nos patients finalement ont à la phase très initiale, quelle que soit la pathologie. Mais chez les cérébrolésés, il y a des études qui disent qu'il y a au moins 80% des patients qui, à un moment donné, pas tout le temps pendant toute leur hospitalisation, mais à un moment donné, lors de leur hospitalisation, vont avoir une hyperclairance. Donc ça veut dire qu'il faut le doser parce que il y a des patients, ça va être à la phase très initiale, puis d'autres patients, ça va être bien plus tard dans leur prise en charge. Tout ça, ça va générer une augmentation du débit cardiaque, une augmentation du débit sanguin rénal et une hyperfiltration glomérulaire qui va générer une hyperclairance rénale. Les facteurs de risque de cette hyperclairance, donc les études, il y en a pas mal, hein, vous voyez, sur des patients là traumatisés et septiques, vous avez 60% d'hyperclairance et les facteurs de risque, c'est l'homme jeune avec des scores de sévérité qui sont pas trop élevés, enfin modérément élevés, et des patients qui sont plutôt traumatisés. Et là, en fait, il y a un petit couac dans le tableau, donc on est plutôt là, c'est pas facile, trauma, et en fait la ligne elle est au-dessus. Donc là vous avez l'impression que c'est plutôt non-arc, mais non, c'est la ligne du dessus, avec 60% de patients qui sont arc comparativement aux non-hyperclairants. Et alors, si on regarde un petit peu, il y a des études qui ont regardé si finalement, quand on était hyperclairant, est-ce que donc les facteurs de risque sont les mêmes dans cette étude à peu près, et quand on était hyperclairant, est-ce qu'on avait plus de risque d'avoir un échec thérapeutique que quand on n'a pas d'hyperclairance? Et si vous regardez le tableau de droite, eh bien vous voyez qu'effectivement, eh bien on a plus de risque d'avoir un échec de traitement quand on est hyperclairant que lorsqu'on n'était pas hyperclairant. Et ça, vous voyez, c'était il y a une dizaine d'années. Donc on a une diminution, une augmentation significative des échecs thérapeutiques en cas d'hyperclairance. On peut peut-être faire une petite pause si on veut, juste pour échanger un petit peu, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des petites questions? Il y a des questions? Oui? Peut-être. J'ai pas compris. Pour l'inhalation clinique, est-ce que vous faites ça ou est-ce que vous partez sur de l'augmentin ou quelque chose d'autre?
Nous, sur une inhalation, mais ça dépend des pratiques, sur une inhalation, on ne fait pas de traitement curatif, en fait. Sauf si, évidemment, on est dans une hypoxie majeure, mais théoriquement, c'est une agression chimique et ce n'est pas une agression bactériologique. Enfin, il y a une colonisation des voies aériennes sup, mais en théorie, on est à une agression plutôt chimique et donc une infection qui va être secondaire, théoriquement. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire... Logiquement, on peut faire une prophylaxie et c'est plutôt pas de traitement. En tout cas, c'est nos pratiques. Peut-être que je sais qu'il y a des centres qui vont traiter d'emblée s'il y a une inhalation patente. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire au contraire, on le fait. Il y a une question là-bas. Mais oui, vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec mon avis, hein. Bonjour, moi j'ai une question, bravo pour le papier là, de 2024. Merci. Après, vous montrez les papiers sur les germes communautaires jusqu'à 7 jours chez les neurolésés. Est-ce que vous êtes sûr que dans votre papier, avec une dose unique de ceftriaxone, on n'a pas modifié l'écologie? C'est ça, parce que là, on repart sur de l'augmentin. Comment on sait maintenant si, avec une dose de ceftriaxone, vous n'avez pas modifié l'écologie? Ben ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais après, il faut bien voir que, en fait, nous, on a eu du mal à inclure... On a inclus pendant une petite dizaine d'années quand même. On a eu notre PHRC en 2013 et on a inclus en 8 ans. Et en fait, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas pu être inclus parce qu'en fait, je n'ai pas détaillé les critères de non-inclusion, mais il ne fallait pas que les patients aient reçu d'antibioprophylaxie ou soient à risque d'antibioprophylaxie. On voulait qu'ils soient le plus purs possible pour montrer la différence entre les deux groupes. Mais en fait, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas pu être inclus parce qu'en fait, ils recevaient des antibioprophylaxies. Ce qui veut dire que les patients qu'on traite avec, pour ces pneumopathies précoces, la plupart, ils ont su les fameux 2 grammes d'augmentin en préhospitalier parce qu'ils ont une plaie du scalp. Ils ont reçu les 2 grammes d'augmentin parce qu'ils ont inhalé. Ils ont eu la céphazoline parce qu'ils sont allés au bloc ou une autre prophylaxie. Et ce qui fait qu'il y a de nombreux patients qu'on prend déjà en charge dans nos unités qui ont reçu une antibioprophylaxie pour plein de raisons, le bloc opératoire ou du préhospitalier. Et pourtant, on ne change pas, en tout cas, nous, dans notre unité, en tout cas, on ne change pas cette pratique de PAVM précoce. On élargit enfin, on met un antibiotique avec un spectre plutôt restreint. Donc, je me dis qu'on le fait déjà, mais effectivement, nous, dans notre étude, on ne montrait pas de différence entre les deux groupes, mais c'est pas designé pour ça, donc on ne peut pas conclure, et il faudra qu'on le montre dans les années à venir. Merci. Oui, j'avais une question. Moi, je travaille dans une réa polyvalente avec beaucoup d'instruments rénaux. Et depuis peu, on a des dosages de résiduels. Et on s'aperçoit vraiment qu'on est surdosé depuis qu'on passe à IVSE. Ma question, c'est quand vous avez la clairance et que vous apercevez qu'elle est faible sur le prélèvement des 8 heures, est-ce que vous adaptez d'emblée ou vous préférez garder les 24 premières heures, on va dire, à pleine balle et rééquilibrer par la suite? Alors, on est plutôt on garde à pleine balle les 24 premières heures. Mais par contre, en fait, quand on reprend la théorie pharmacocinétique, on se rend compte que la perfusion continue, en fait, elle n'est pas forcément utile pour les patients avec une clairance de la créate basse. Et il faut être d'autant plus vigilant chez ces patients-là et adapter très rapidement, en fait, pour éviter d'un temps surdosage. Et on a tendance, en fait, à pas adapter dès 24 heures, on a tendance à attendre 2-3 jours et en fait, effectivement, en fait, on va avoir une augmentation de notre concentration à l'état d'équilibre qui va monter tout doucement à cause de cette clairance qui est abaissée. Donc moi, je dirais, on garde 24 heures, mais dès J1, on adapte à la clairance et c'est bien pour ça qu'il faut vraiment le calculer, pour éviter cette surdosage. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, on a des surdosages. Et théoriquement, en fait, on fait cette perfusion continue parce que c'est des patients graves, parce que c'est quand même bien pratique d'avoir des clairances, d'avoir une perfusion continue pour faire nos concentrations, quand on veut, en fait. C'est quand même bien plus pratique. Donc, mais dans ce cas-là, il faut être très vigilant. Parce que théoriquement, sur un plan pharmacocinétique, on n'a aucune raison de faire de la perfusion continue puisque ça va courir et finalement on peut attendre que ça rediminue. Mais on peut se tromper aussi
en dosant trop tardivement la résiduelle. Peut-être on va continuer, c'est bon ? Il y a une autre question, puis après on va continuer ? Bonjour, juste une petite question. Est-ce que vous préconisez la réalisation de ces 2 grammes de rocéfine, même chez les patients qui ont reçu 2 grammes d'augmentin ? En fait, c'est ces patients, ils ont souvent reçu ça, puis est-ce qu'on, même si le spectre est très similaire, est-ce qu'on le fait ou pas ? J'avais pas le temps de reprendre un peu la littérature, mais il y a une étude chez le patient, la population d'arrêt cardio-respiratoire, qui a été menée par l'équipe de Limoges, par Bruno François, et qui a fait augmentin pendant 48 heures. Et ils ont aussi montré qu'il y avait une diminution des pneumopathies précoces chez ces patients-là. Eux, ils n'ont pas montré globalement ni les autres effets sur le pronostic à 28 jours. Mais bon, en tout cas, si on veut prévenir les pneumopathies, ça marche aussi en 48 heures d'augmentin. Mais c'est les arrêts cardio-respiratoires et c'est pas tous les cérébrolésés. Donc nous, dans notre protocole de service, eh bien, s'ils ont reçu 2 grammes d'augmentin, on ne rajoute pas la ceftriaxone parce qu'on a envie d'être assez puriste et éviter qu'on fasse n'importe quoi et qu'on risque de finalement exposer notre patient à beaucoup d'antibiothérapie. Et là, pour le coup, on dira ceftriaxone 2 grammes, ça entraîne tout un tas de complications, et alors qu'en fait, ils ont eu plusieurs antibiothérapies à la suite. Donc, on essaye de rester très rigoureux par rapport à ça. Et par contre, si on est sur un patient qui vient pour un arrêt cardio-respiratoire, à ce moment-là, on fait 48 heures d'augmentin, comme ça a été montré dans le papier de Bruno François. Donc on essaye d'être assez rigoureux sur tout ça pour éviter des expositions trop importantes aux antibiotiques. Et on n'a pas passé le cap de se dire qu'on ferait augmentin pendant 2 jours pour les patients cérébrolésés qui auraient déjà reçu une dose. Ça n'a pas été montré, mais on pourrait imaginer que, puisque les 2 populations, finalement, quand on regarde les papiers, ils ont les mêmes types de bactéries, finalement, le même type de pneumopathie, on pourrait imaginer pouvoir le faire, en fait. Je pense que ça pourrait être discutable, ou discuté, pas discutable. En tout cas, chacun dans son service peut appliquer tout ça. On continue ? Alors, notre petite dame, madame là, on est à J10, elle a toujours de la fièvre, elle s'améliore au niveau de l'hématose, donc au niveau respiratoire, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Elle n'a pas d'hyperleucocytose, et puis comme elle a 39, elle a une DVE, je vous rappelle, on est à J10, donc on va lui faire une bactério et une bioche de LCS. On voit que sa cicatrice est propre, il n'y a pas de fuite, et il n'y a eu aucun prélèvement sur la ligne de DVE jusqu'à présent. Je vous laisse regarder. Donc voilà, on a un examen direct négatif, on a plutôt pas trop d'inquiétude sur le LCS. Le traitement à visée pulmonaire, il est arrêté à 7 jours, et là donc 2 jours après le prélèvement de LCS, donc ça veut dire qu'on était sous antibiothérapie lorsqu'on a fait le LCS. Et puis finalement les choses elles s'arrangent, la patiente elle a une fièvre qui décroît et on commence à sevrer sa DVE avec un début d'amélioration neurologique. Donc on avait un examen direct qui était bien, on n'a pas traité, il n'y avait pas d'anomalie du LCS, donc on est plutôt content, mais effectivement c'était sous antibiothérapie qu'on a fait ce LCS. Alors, c'est tout petit, vous n'allez peut-être pas bien voir. Les premiers résultats de la culture du LCS étaient négatifs, on avait tout bien négatif, donc on était content, mais à J17, il y a une culture qui revient positive, à Cutibacterium acnes, et là, c'est une seule culture, une seule colonie, d'accord ? Et vous voyez, c'est tout sensible de partout, et il n'y a qu'une colonie qui pousse, et voilà, à J17 de ce prélèvement. Donc, quelle est votre attitude thérapeutique ? Est-ce que vous traitez par amoxicilline ? C'était un multisensible. Vous, pendant 10 jours, pendant 14 à 21 jours, vous ne faites pas de traitement parce que c'est une contamination selon vous, mais vous reprélevez un nouveau LCS. Vous ne faites pas de traitement et vous reprélevez, c'est une colonisation, pardon, et vous reprélevez.
Et puis finalement, dernier point, c'est une colonisation, mais vous êtes inquiet, donc vous traitez. J'ai perdu du monde en route. Hein. Tout à l'heure, on était à 98. Je sais pas, vous êtes combien? Sur 107. 65. C'est bon? Allez. Alors, résultat. Hop, pardon. Donc, dans 2 tiers des cas, vous pensez que c'est une contamination et 1 tiers des cas, vous pensez que c'est une colonisation. Donc si on reprend un petit peu les recommandations de l'IDSA 2017, donc ça commence à dater, mais bon, pour ce qui est des définitions, c'est à peu près stable tout ça. Les contaminations, c'est le fait d'avoir un LCR positif avec une seule culture positive et finalement pas de signes d'infection, pas de signes qui nous font suspecter une méningite ou une ventriculite. La colonisation, c'est que vous avez plusieurs cultures qui reviennent positives avec par ailleurs vous y croyez pas, votre patient, il n'y a rien de particulier, le CSF, il est finalement stable sur le plan de la bioche et donc vous n'êtes pas très inquiet non plus sur le plan médical, enfin sur le plan clinique. Et l'infection, là par contre, vous avez tous les éléments communs. Donc là, en fait, on était sur une contamination puisqu'on n'a qu'un prélèvement. Effectivement, peut-être que le deuxième va être positif et on pourra dire qu'on n'est plus sur une contamination mais sur une colonisation. Ah oui, d'accord. Hop. Et juste au cas où, si ça avait été une infection, eh bien, Cutibacterium acnes, eh bien là, vous traitez pendant 10 jours. En fait, il est plutôt recommandé, Staph coagneg et Cutibacterium acnes, eh bien, c'est un traitement pendant 10 jours. Et il faut savoir que, vous voyez, vous pouvez avoir ce type d'infection. C'est là où c'est compliqué de faire le diagnostic, même en absence d'anomalie du CSF. Et c'est bien la difficulté qu'on peut avoir sur ces infections à Staph epi ou à Cutibacterium, c'est qu'en fait, on a très peu d'éléments. Là, en l'occurrence, il faut quand même se méfier parce que notre patiente, elle était sous antibiotiques au moment du prélèvement de LCS, ça pousse très tardivement, donc on a tout intérêt à reprélever et il faut être très vigilant justement sur le fait que peut-être c'est une infection. Donc 10 jours, pas plus. Donc notre petite dame, donc c'était une contamination, la deuxième culture revient négative. À J22, la DVE est retirée, on pose une DVP et parce qu'en fait elle est dépendante. Les suites opératoires sont parfaites et finalement la patiente remonte dans le service de neurochirurgie. Une quinzaine de jours plus tard, on nous rappelle et on nous parle d'une aggravation neurologique pour notre patiente, fébrile, avec une bactériémie, avec plusieurs hémocultures ABGN. Donc, quel bilan proposez-vous? Donc, elle a une bactériémie ABGN et elle a sa DVP depuis une quinzaine de jours. Et elle s'aggrave sur le plan neuro. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme bilan? Donc, une ponction lombaire, des émocs, un scanner cérébral, un scanner abdo, une PL. J'arrive plus à suivre. Plein de trucs. Bon, PL. Est-ce qu'il y a des ponctions de valve? Parce qu'elle a une valve. Hein. Je n'ai pas vu. Scan thoracique, un TAP. Alors. Les résultats. Donc, on a
un scan thoracique, on a un TAP, on a des scans cérébrales, des PL, des émoques différentielles, ponction lombaire. On n'a pas l'air d'avoir trop de ponction de valve. Effectivement, on essaye de pas trop, en tout cas nous dans notre service, on essaye de pas trop ponctionner la valve dans ce contexte. Une ETO, un scan abdo, un scan injecté. Je ne l'avais pas vu jusqu'à présent, mais c'était peut-être sous-entendu, des émoques. Et un truc que je n'ai pas vu, c'est le bilan pré-op aussi, parce qu'elle est quand même en bactériémie. Si la PL est positive, il va peut-être falloir lui enlever le matériel rapidement. Voilà, bon, on a à peu près dit les trucs importants. Donc effectivement, le scan, on va refaire une PL, on va refaire des hémocultures, on va refaire un bilan infectieux global, on va faire un scanner sans et avec injection pour éliminer la ventriculite. On fait un scan abdo. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de ventriculite et pas de péritonite associée à cette DVP. On fait un bilan pré-op quand même. Et puis, finalement, là, on diagnostique que c'est une méningite associée en soins sur matériel. Donc, on a ici, effectivement, on a de nombreux BGN à l'examen direct. Et puis, on voit qu'on a une hypoglycorachie et des lactates augmentés. Donc, on a cette patiente qui a cette infection liée à la DVP. Et quelle antibiothérapie, quel traitement probabiliste proposez-vous? Donc là, j'en ai mis beaucoup. Vancomycin, vancoméropénem, linéméropénem. J'attends un échec du traitement IV pour associer des intraventriculaires, IVT intraventriculaire. Je peux aussi utiliser le cefepime sans aucune retenue. Les injections IVT sont associées en cas de ventriculite dès le début. Le traitement IV est poursuivi 10 à 14 jours après le diagnostic. Le traitement IV est poursuivi 10 à 14 jours après la négativation du LCS. Même chose après 21 jours, après le diagnostic ou après la négativation du LCS, ou bien je fais daptomycine, ceftazidime. Ah, j'avais mis un petit peu plus parce qu'il y avait beaucoup de réponses. Je crois que j'avais mis 1 minute 30. Vous êtes prêts? Vous avez fini? Non, 56. Ça s'arrête là? Ah, je vous perds de plus en plus. Je suis hyper inquiète. C'est peut-être le sucre qu'il vous faut. Donc alors, Vancocefta, il y a un peu de tout. Vancoméro, linéméro. J'attends pour faire dans 15% pour associer les intraventriculaires. Je peux utiliser le cefepime sans retenue. Donc non, plutôt non. Les IVT sont associés en cas de ventriculite dès le début, 9% le font. Le traitement, alors vous le faites 10 à 14 jours dans la majorité des cas après négativation du LCS et on voit qu'il y a quand même un petit peu 10-14 jours après le diagnostic ou 21 jours après le diagnostic et dapto-cefta 3%. Alors, j'avais mis, voilà, pour moi, je vous proposais ces réponses-là, donc vancoméro ou linéméro. Théoriquement, sur les recommandations, effectivement, on attend l'échec du traitement intraveineux pour associer les IVT. Ça, c'est les recommandations. Et théoriquement, effectivement, c'est après la négativation du LCS. Et pourquoi j'ai mis 10 à 14 et 21 jours, vous allez le voir. Alors, c'est peut-être un peu petit. Alors, on va d'abord commencer par les antibiotiques. Pour quel antibiotique? Pourquoi je n'ai pas gardé ceftazidime? Même si, effectivement, ça dépend de votre écologie de service, bien entendu.
Bon, pour ce qui est des Cocci Plus ou Cocci Plus, que ce soit du Staph ou du Cutibacterium, je préfère dire Cutibacterium parce que c'est plus facile. Donc, et c'est ce qu'on dit maintenant. Vous avez Vanco ou Linezolide. Donc là, on pouvait utiliser les deux sans problème. Par contre, si on regarde un petit peu le traitement pour couvrir les BGN, parce qu'effectivement, on a des hémocs positives à BGN, mais on avait le Cutibacterium, il a reçu de l'antibiothérapie, peut-être on a autre chose au niveau de notre DVP. Donc clairement, moi, je suis d'accord avec vous, j'aurais traité large, Cocci et BGN. Et effectivement, si on a du pseudomonas, cefepime, ceftazidime ou méropenem. Donc là, vous choisissez. Donc tout peut être possible. Mais par contre, si on a une entérobactérie productrice de BLSE, c'est méropenem. Et si on a de l'Acinetobacter baumannii, c'est méropenem aussi. Donc ça dépend un petit peu de quel type de germe quel type de BGN on va avoir. Mais là, à ce stade-là, finalement, on n'a pas d'informations. L'écologie de service de la neurochirurgie, moi, je me méfie un petit peu. Notre écologie de service, on la connaît en général, mais on peut se méfier quand même. Donc, j'aurais plutôt tendance à mettre du méropenem pour taper sur notamment les BLSE. Quand on regarde le nombre de jours, ça a toujours les recommandations IDSA. Eh bien, quand on est sur du BGN ou du Staph aureus, eh bien, effectivement, et vous voyez, c'est plutôt 10 à 14 jours, et là vous voyez les experts alors les niveaux de preuve sont très faibles, mais par contre les experts sont fortement d'accord pour dire plutôt 10 à 14 jours, donc effectivement il faut plutôt aller tendre vers moins d'antibiotiques, une durée moindre, 10 à 14 jours, surtout que je vous rappelle, il n'y a pas de ventriculite. Et puis, par contre, certains experts disent 21 jours, et vous voyez, là, ils sont moins d'accord quand même pour aller jusqu'à 21 jours. Donc, j'avais mis les deux réponses juste pour vous dire que dans la littérature, pour l'instant, il n'y a pas trop de preuves pour dire que c'est 10 à 14 ou 21 jours, mais que c'est plutôt les experts qui tendent à dire qu'il faut diminuer la durée d'antibiothérapie dans le contexte d'une infection associée aux soins. Et l'autre point, eh bien, c'est le point que l'on soulignait, c'est-à-dire que c'est le traitement 10 à 14 jours, et c'est pareil si c'est 21 jours, lorsque la dernière culture est positive. C'est-à-dire que la dernière culture positive, à ce moment-là, on commence notre durée d'antibiothérapie. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, donc c'est important à mon sens, de le rappeler. Alors, cefepime, on voyait bien que vous étiez plutôt pas pour le cefepime, et j'avais mis sans retenue, évidemment, donc c'est pour ça que vous avez été très peu à voter pour, mais on peut le faire, hein, mais il faut faire attention à la neurotoxicité. Ici, c'est une étude, vous voyez, sur 300 patients, environ 23% de neurotoxicité. C'est une étude rétrospective, et effectivement, eh bien, les concentrations sont plus élevées chez les patients qui vont avoir une neurotoxicité. Si on regarde à droite, c'est ça qui m'intéresse plus, c'est la probabilité d'avoir de la neurotoxicité. Pas de toxicité du tout, c'est moins de 7,7 mg par litre. Et toxicité 100%, c'est 38. Et je vous rappelle que le seuil de toxicité qui est admis pour le cefepime, c'est 20, moins de 20. Donc en fait, si vous regardez, moins de 20, quand on prend 16 par exemple, ici, vous voyez là, en plein milieu, en fait, vous tirez au pile ou face, et vous avez des patients qui auront une neurotoxicité et d'autres qui n'auront pas de neurotoxicité, et pourtant vous vous dites, moi je suis à moins de 20, donc je ne suis pas dans les clous pour être neurotoxique, théoriquement. Donc attention, et si vous regardez le nuage de points ici et ici, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de patients, effectivement, qui vont avoir de la neurotoxicité, et pourtant ils ont des concentrations qui sont largement différentes. Donc il faut faire attention avec le cefepime, c'est très compliqué, et effectivement c'est plutôt 20 qui est admis, mais vous voyez, en fait, c'est pas forcément prévisible. Il faut savoir que les facteurs de risque de neurotoxicité du cefepime, c'est quand même la fonction rénale altérée, donc clairance rénale diminuée, donc c'est rarement nos patients, d'accord ? Par contre, un des facteurs de risque dans les études qui ont inclus pas mal de patients, eh bien, c'est le fait d'avoir une lésion cérébrale et d'être cérébrolésé. Donc ça veut dire que nos patients cérébrolésés, ils sont plus à risque de faire une neurotoxicité que les patients non cérébrolésés, même quand ils ont une fonction rénale normale. Donc attention avec le cefepime. Et alors, si le scanner cérébral, il avait été comme ça, c'est-à-dire on aurait une belle ventriculite, quel traitement auriez-vous préconisé ?
Vous auriez attendu un échec du traitement intraveineux pour commencer les intraventriculaires ou vous auriez associé un traitement par injection intraventriculaire d'emblée? Parce que quand même, hein, elle n'est pas belle, hein, son imagerie. Hein. Elle est moche. Hein. Attendez, qu'est-ce que je mette quand même les... non, il faut que j'attende. Alors, est-ce que vous faites des intraventriculaires d'emblée quand vous voyez cette imagerie? Et je sais pas, c'est bizarre, j'avais pensé avoir mis des petits timings tout le temps. Bon, un petit peu oublié, je pense, sur certains. On est dans les temps. Je regarde, ouais, ça va être bon. C'est bon? Allez. Donc, bon, 60-40. Hein. Donc, vous voyez, les avis sont partagés. Effectivement, je vous ai montré les recommandations. On en a parlé. Je vous l'ai dit et je ne vous les ai pas encore montrées. Normalement, on attend l'échec du traitement intraveineux pour commencer les intraventriculaires. Mais je vois qu'il y en a quand même 40% vu l'imagerie qui se disent non, j'y vais là parce que ça, on ne va jamais y arriver. Si vous décidez de faire des injections intraventriculaires, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Si, c'est bon. Résultat. Qu'est-ce que vous faites? Ah mince, comment on fait pour voir? Alors bon, je vais vous le dire. De mémoire. En cas d'injection ventriculaire, j'associe... voilà, c'est quand vous commencez à voter que ça apparaît. Vanco, amikacine, vous faites les deux. Vanco plus amikacine. Vous faites ça pendant 72 heures maxi. Vous faites les intraventriculaires jusqu'à obtention d'un examen direct négatif dans le LCS. En cas d'injection intraventriculaire, votre objectif dans le LCS est 4 à 8 fois la CMI ou c'est 10 à 20 fois la CMI. Bon, là, vous prenez la décision de le faire. Donc, même les 60% qui ne le faisaient pas, répondez, s'il vous plaît. C'est bon? On y va? Alors, sur les réponses, plutôt de l'amicacine, plutôt pas trop les deux. 72 heures, les avis sont partagés, 26% attendent le font jusqu'à obtention de l'examen direct négatif, 4 à 8 fois la CMI dans le LCS et 10 à 20 fois dans le LCS pour 16%. Alors, donc voici ce que j'aurais répondu. De l'amicacine et jusqu'à obtention d'un examen direct négatif dans le LCS et 10 à 20 fois la CMI. Alors, quels sont les antibiotiques qu'on peut faire en injection intraventriculaire? En fait, souvent, ce qu'on fait, c'est alors déjà pas de bêta-lactamine parce que c'est neurotoxique et ça va générer des crises. Hein. Ça a été fait, il ne faut pas les faire. Ça a été fait en expérimental et il y en a eu aussi en clinique, mais il y a très très longtemps. Donc en fait, il ne faut pas faire. Donc il ne faut pas essayer d'augmenter les concentrations en injectant direct les bêta-lactamines direct dans le cerveau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est évidemment les antibiotiques à spectre thérapeutique étroit, c'est-à-dire qu'on va être obligé de monter des doses pas possibles au niveau sérique pour pouvoir avoir un petit peu d'antibiotiques qui va diffuser dans le LCS parce que finalement, les aminosides, la colistine comme la vancomycine ont une très faible diffusion et sont surtout toxiques au niveau rénal notamment. D'accord? Donc finalement, on va être obligé d'augmenter fortement les posologies, on va finir par être toxique et pas efficace suffisamment au niveau cérébral. Donc les antibiotiques qui ont été proposés, c'est la ginta, l'aminoside, la colistine, la vancomycine, avec toutes ces doses, parce qu'en fait, vous n'avez pas de grandes études qui se sont intéressées à ça, c'est beaucoup de cas cliniques rapportés ou de petites séries avec des habitudes de service. Donc la durée en moyenne, c'est 4 à 7 jours, mais évidemment, ceux qui ont
publié ces études sont des centres qui ont souvent, c'est souvent de l'Asie du Sud-Est, qui a beaucoup de résistance bactérienne, notamment avec de la Cinetobacter baumannii ou du Pseudomonas multirésistant, voire même sans aucun traitement sensible. Et donc, ils vont avec des doses majeures au niveau intraventriculaire. Et c'est pour ça que vous voyez LCR stérile à 50 jours, à plus de 50 jours. Là, on est sur des bactéries, mais qu'on ne voit même pas, nous, en France. Mais bon, c'est pour ça que vous voyez jusqu'à 50 jours. On ne va pas faire 50 jours avec les bactéries qu'on peut rencontrer, nous, chez nous. Alors, ces antibiotiques-là, quand vous les faites, là, c'est une étude rétrospective, il n'y avait que 34 patients, mais c'était des patients qui étaient en échec thérapeutique à J5, J8 de l'antibiothérapie intraveineuse. Et donc, ils rajoutaient les intraventriculaires. Et finalement, dans 50% des cas, on avait des patients en 24 heures qui avaient le LCS qui était stérilisé alors qu'ils étaient à 5-8 jours après traitement intraveineux en échec thérapeutique. Et là, vous voyez, à 48 heures, il y a près de 70% des patients qui ont un LCS stérilisé, on le voit ici. Bon, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas beaucoup de patients. Mais en même temps, effectivement, ce n'est pas non plus une littérature où il y a énormément de patients. La recommandation de l'IDSA, c'est effectivement de dire que l'intraventriculaire, on ne le fait que si vous avez une réponse faible à la thérapeutique intraveineuse, enfin au traitement intraveineux. Ce qui est recommandé, c'est plutôt de clamper votre DVE, c'est logique, pour augmenter vos concentrations, pour éviter que finalement l'antibiotique reparte dans votre système ventriculaire. Et c'est 15 à 60 minutes. Nous, dans notre centre, on clampe 60 minutes. On essaye de drainer un petit peu avant pour que le patient tolère s'il n'a pas beaucoup de compliance cérébrale. Et puis, en fait, les concentrations qui sont préconisées, c'est 10 à 20 fois la CMI avec le quotient inhibiteur ici de plus de 10 à 20 fois. Donc, concentration d'antibiotiques dans le CSF, 10 à 20 fois la CMI. Donc vous voyez, c'est des concentrations très, très élevées. Ça, c'est quand vous faites des intraventriculaires. Moi, quand je fais du dosage dans le LCR de bêta-lactamine, parce qu'on peut le demander, et que j'ai du mal à traiter les patients, eh bien, je me donne cet objectif-là de 10 fois la CMI de concentration dans le LCS pour pouvoir, parce qu'on a souvent des CMI très basses, pour pouvoir être efficace, parce qu'en fait, il n'y a rien dans la littérature qui vous dit quel est l'objectif de concentration qu'on doit atteindre quand on a une infection cérébrale et qu'on traite nos patients en intraveineux par des bêta-lactamines. Donc finalement, en étant tout simplement un petit peu, en essayant d'être logique, puisqu'il n'y a pas de littérature, c'est de dire que finalement, la seule littérature, c'est quand il y a des injections intraventriculaires. Donc pourquoi pas se mettre à 10 à 20 fois la CMI, puisqu'on ne sait pas quel est l'objectif thérapeutique qu'on doit atteindre. Dernier point intéressant, où là, ça va peut-être changer la donne à l'avenir, cette étude de 2023, qui est une étude rétrospective sur 140 patients. C'est 140 patients de méningite grave, enfin ventriculite et méningite ABGN méropénème R. Donc là, on est dans du violent quand même. Et cette équipe faisait de l'intraventriculaire plus de l'intraveineux plus intraventriculaire. Vous voyez, il y a 100 patients pour 142 patients au total. Et ils ont regardé un petit peu le fait de faire les intraventriculaires précocement, à moins de 3 jours, donc ne pas attendre d'avoir un échec thérapeutique, ce que ça faisait par rapport à plus de 3 jours. Et là, on voit que le fait de faire les intraventriculaires de façon très précoce, ça va permettre d'améliorer, ça accélère la guérison. On voit aussi que si vous ne les faites pas, les intraventriculaires, vous voyez ici, vous avez intraveineux seul, vous diminuez les chances de guérison chez ces patients-là avec des méningites graves, des méningites ventriculites à méro-R. Et il faisait aussi en analyse multivariée, en fait, l'intraventriculaire précoce, à moins de 3 jours, était un facteur indépendant de mortalité hospitalière. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est une étude rétrospective, 142 patients, donc c'est quand même un signal intéressant. Donc peut-être que dans l'avenir, on ne sait pas,
eh bien, on n'attendra peut-être pas l'échec de la voie intraventriculaire pour faire des intraveineux, pour faire des intraventriculaires. Et peut-être qu'effectivement, comme vous l'avez proposé tout à l'heure, un certain nombre d'entre vous, quand on a des ventriculites, et nous, c'est ce qu'on fait, quand on a des ventriculites patentes avec vraiment du pus, des clives comme ça et une énorme ventriculite, eh bien, on a tendance à faire nos intraventriculaires en association à l'intraveineux assez précocement pour stériliser le plus vite possible les ventricules. Ça, c'est les résultats bactériologiques. Alors, à gauche, vous avez le cathéter, culture de cathéter. On a du staph epidermidis, je vous le dis, 10 puissance 2, et du pseudomonas, ici, clouc. Mais on a ici le pseudomonas dans le LCS, il est du multisensible, c'est du gentil comme tout. Et vous voyez, il y avait plein de blancs, enfin voilà, elle était bien infectée. Donc, voilà le LCS. Donc, on a un BGN. Et puis, l'examen direct nous montre un staph epidermidis, mais sur la culture, et il n'y en a pas dans le LCS. Donc, on va traiter notre patiente, mais il va falloir lui reposer une DVP, parce que je vous rappelle qu'elle est dépendante de sa DVP, donc il va falloir se positionner sur quand est-ce que je la repose, cette DVP. C'est toujours un problème, on est tous d'accord. Voilà. Est-ce que c'est 10 jours, est-ce que c'est après la fin du traitement, avant la fin du traitement intraveineux pour couvrir l'intervention ? 10 jours après la culture négative, 21 jours après la culture négative, après une fenêtre d'antibiotiques pour confirmer l'absence d'infection résiduelle. Donc, il y en a 50% qui sont à 10 jours après la culture négative. Un tiers après une fenêtre d'antibiotiques. Ça bouge encore un peu. Alors, on revient à nos Noroko IEDSA. Eh bien, en fait, bon là, j'ai essayé de vous résumer dans le petit tableau à droite, là, ce qui est proposé par les experts. Et finalement, Staph aureus ou BGN, eh bien, lorsqu'on a traité qu'il n'y a pas de ventriculite, eh bien, on fait 10 jours après la culture négative du LCS, vous voyez. Et effectivement, on a tous tendance, nous les premiers, à se dire « Oh là là, on va peut-être refaire un LCS, on va attendre la fin des antibiotiques, on va s'assurer qu'il n'y ait rien avant de remettre une DVP ». Pour ce qui est, vous voyez, on est 7 à 10 jours pour le QT. On est, si on a une méningite avec une culture de positive. Et on est ici, si on a une colonisation avec ou une méningite aseptique. Les experts disent, en fait, on réimplante très vite, on réimplante dans les 3 jours. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas de souci et il ne faut pas attendre. Et c'est vrai qu'on a peut-être, nous, tendance à attendre, à craindre la surinfection. Et puis finalement, on laisse une DVE en place et puis on risque une surinfection avec nos DVE en place. Alors bien évidemment, si l'imagerie avait été celle-ci, une énorme ventriculite comme on a vu, un abcès associé à cette ventriculite, ou ici, ça c'est notre madame là, en fait, elle avait aussi, donc en fait elle avait ça, et puis elle avait surtout ça, et c'était pas à bactéries, c'était avec du candida albicans. Donc je ne vous l'ai pas fait avec le candida, parce qu'alors là, il n'y a pas de recommandation, et elle avait effectivement, cette madame-là, eh bien, un énorme abcès épidural, vous voyez, monstrueux, à candida albicans. Donc en fait, il n'y a pas de règle, et donc là, on y va avec notre bon sens clinique, et c'est tout ce qu'on peut faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis pile poil à l'heure. On peut peut-être discuter. Il y a une question là-bas, Baptiste. Bonjour, merci pour la présentation. Nous, on voudrait savoir quel impact ça a, les intratécales, sur le LCS, la cellularité, etc. Parce qu'on se pose pas mal de questions là-dessus.
il y a des rebonds de protéines Orashi, Alors, sur l'expérience que j'en ai, on en fait quand même quelques-uns. Rebond de protéines Orashi, non, on a plutôt les lactates qui baissent, on a une amélioration. Quand on a une très profonde hypoglycórachie, vous voyez très vite l'effet positif sur le fait qu'on soit bactéricide grâce à ces concentrations élevées dans les ventricules. Et au contraire, vous avez les lactates qui baissent rapidement. Et les protéines, non, elles baissent aussi. Donc on n'a pas de... En tout cas, sur ces 3 éléments-là, ces 3 paramètres-là, on a plutôt une amélioration et on peut suivre l'amélioration de notre infection, en fait, de nos paramètres indirects de l'infection. Et sur la cellularité ? On n'a pas... alors, est-ce qu'on voit moins... Est-ce qu'on a moins de polynucléaires, etc. Je vous avoue que j'ai pas fait attention. Non, j'ai pas... Sur la cellularité, j'ai pas fait attention et on fait pas les dosages de marqueurs des cytokines ou si c'était la question que vous aviez derrière, on fait pas ce genre de dosage nous en routine. Non, est-ce que les polynucléaires, ouais, je vous avoue que c'est pas les critères qu'on regarde en fait. On va regarder plutôt le glucose et lactate. En fait, c'est les 2 éléments qu'on va regarder. Je voudrais pas vous dire de bêtises. En pratique clinique, quand on voit que les recommandations, c'est des réinjections quotidiennes intratécales dans ces cas précis, comment vous faites pour éviter, ou en tout cas essayer d'aller vers moins de neurotoxicité? Parce que des réinjections quotidiennes, ça présage pas du tout résiduel de l'antibiothérapie intratécale. On peut imaginer que réinjecter sans monitorer les résiduels dans le LCR, ça peut être pourvoyeur de neurotoxicité aussi. Comment est-ce que vous managez ça? Alors, il y a des revues de la littérature qui disent qu'il faut déjà d'une part avoir le moins de conservateurs possible. Donc quand vous avez un panel d'antibiotiques à utiliser, il faut utiliser ceux, et notamment ce qui a montré une augmentation des crises, c'est les sulfites. Donc il faut des antibiotiques sans sulfite. C'est à peu près les conservateurs qu'il faut éviter. Pour ce qui est du monitorage, alors nous on l'a fait, le monitorage des antibiotiques, sur quelques cas. Le problème, c'est quand on monitore, on obtient le taux 12-24 heures après. En fait, vous faites une injection qu'une fois par jour. Oui, bien sûr, mais quand vous faites l'injection, si vous voulez savoir si vous pouvez vous permettre de réinjecter sans être trop neurotoxique, on peut imaginer qu'on fait le dosage à l'heure où on aurait aimé réinjecter, et on aura la réponse que bien plus tard. Donc, je suis d'accord qu'en pratique clinique, routine, vous ne pouvez pas l'avoir, le résultat, sauf si vous l'avez dans votre hôpital. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, nous, on l'a fait, on l'a mesuré, évidemment avec des résultats a posteriori, d'accord. Et en fait, on a des concentrations qui sont très très basses en fait à H24 parce que vous avez finalement alors ça dépend comment vous utilisez votre DVE. Si vous la clampez ou vous la déclampez juste un tout petit peu, c'est sûrement pas le même résultat que ce que nous on a obtenu. Nous on la laisse ouverte notre DVE. Donc en fait on a un drainage permanent avec le renouvellement de notre DVE. Et on a fait avec la Vanco, on a fait avec l'aminosie, enfin avec les amicacines, on avait des concentrations qui étaient très basses en résiduel, donc dans l'heure qui précédait la réinjection. Mais effectivement, on ne monitore pas. On ne l'a pas monitoré, c'est des petits cas. Donc en pratique, vous ne monitorez plus au cas par cas pour tous les patients, vous réinjectez en systématique sans dosage préalable. Ouais. Okay. Mais je pense qu'effectivement, l'idéal, ce serait de pouvoir le faire, sauf qu'en fait, je ne pense pas qu'on soit... Alors, je ne sais pas qui a le LCS en urgence, dosage de LCS, vous avez 2. Voilà, nous, on ne l'a pas. Si au labo, il faut arrêter toutes les manips de recherche pour faire le LCS de Claire, ils disent. Moi, j'avais juste une question pratique. C'était juste savoir à quelle fréquence vous contrôlez le LCR de ces patients qui sont infectés. À quelle fréquence vous leur faites? Vous faites, j'ai pas compris. À quelle fréquence vous refaites des contrôles de LCR pour savoir? En fait, on le fait quotidiennement au moment où on va reprélever, en fait, pour pouvoir arrêter.
pour pouvoir arrêter. Alors, on n'a pas non plus des ventriculites et des méningites tous les 4 matins. Hein, faut pas... Mais en fait, dans ce cas-là, on va regarder si le LCS est négatif. Pour éviter... Parce que c'est quand même pas anodin non plus. Donc, à chaque fois que vous réinjectez, vous avez un LCS positif, vous injectez. Le lendemain, on renvoie notre LCS, on fait notre deuxième injection. Puis, avant de faire la troisième, on attend de voir si notre LCS il s'est stérilisé. C'est plutôt le fait d'avoir pas de germes qui nous fait arrêter les injections plutôt que d'avoir des lactates normalisés. Ça, on le laisse faire la suite ensuite. Mais c'est vraiment stériliser très tôt les ventricules. C'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Oui, j'ai une question sur la cefepime et la neurotoxicité. Nous, on utilise beaucoup la cefepime, nous. Alors, je pense que ça dépend beaucoup des endroits. Il y a des endroits où on utilise beaucoup, des endroits où on utilise beaucoup moins. Qu'est-ce que tu appelles neurotoxicité? Et on est toujours à discuter, est-ce que c'est pas balancé par une meilleure diffusion? Et quelle est ta vision des choses sur ça? Est-ce que chez toi, tu utilises la cefepime ou est-ce que tu l'as enlevé des antibiotiques que tu utilises? Quelle est ta position en tant qu'experte? Alors, nous, on l'utilise, mais pas dans les infections neuroméningées. Parce qu'on se dit qu'avec nos hyperclérants, on va monter les posologies et on est plutôt inquiet. Donc déjà, voilà, dans infections neuroméningées, on les utilise pas. Cefepime, ça va plutôt être infection pulmonaire. La neurotoxicité, dans la littérature, on voit tout en fait. Ça va être dégradation neurologique, mais étiquetée avec un petit peu un Glasgow, parce qu'il y a des sortes de scores qui sont faits pour regarder. C'est les Belges qui ont fait ça, un score qui permet de regarder la dégradation neurologique avec le score de Glasgow, mais c'est pas terrible. Un petit peu de confusion. Enfin voilà. Et ça. C'est étiqueté de la neurotoxicité. Et si on se dit qu'il n'y a que les examens électroencéphalographiques comme neurotoxicité, de mémoire, il n'y a pas tant d'éléments électroencéphalographiques qui sont diagnostiqués sur toutes ces études-là. Donc en fait, je crois que c'est assez compliqué, par contre, de dire quels sont les signes cliniques ou les signes électroencéphalographiques qui retiennent la neurotoxicité. Je pense que c'est très varié, en fait, dans les études. Elles sont souvent rétrospectives. Il y a une étude prospective, là, qui était il n'y a pas très très longtemps, qui montre un panel de signes cliniques énormes, de symptômes qui est énorme. Par contre, le point positif, c'est quand la cefepime est arrêtée, il y a 80% des patients qui ont une disparition de signes neurologiques qu'ils ont présentés, que ce soit clinique ou électroencéphalographique. Donc ça donne envie de se dire que finalement, lors de cette étude, les cliniciens se sont dit « Ah, c'est peut-être le cefepime » et en arrêtant l'antibio, eh bien, il s'améliore. Et le dernier point, dans cette étude, c'était vraiment la fonction rénale qui était un facteur de risque indépendant. Donc, altération de la fonction rénale comme facteur de risque indépendant. Donc, ce qui n'est pas trop le cas de nos patients, en fait. Ouais. Mais ce serait intéressant, peut-être, dans le réseau de la NARF, de faire une comparaison, un registre, en fait, des affections neuroménagées, entérobactéries du groupe 3, et de savoir si ceux qui traitent avec de la cefepime, ceux qui traitent différemment, et voir le taux de guérison et éventuellement l'aggravation neurologique. Ça pourrait être une étude pas trop compliquée à faire. On a pas mal de patients. Je pense qu'il faudrait y réfléchir parce que moi, j'ai pas la réponse. Franchement, sincèrement, je sais pas. On a toujours... peut-être qu'on aggrave certains patients, mais peut-être qu'on les améliore en les guérissant un peu mieux aussi, plus rapidement. Je sais pas. À voir. Oui, juste une question sur les DVE. Est-ce que vous les envoyez de façon... Bonjour, pardon. Est-ce que vous les envoyez de façon systématique en culture à l'ablation, les DVE? Nous, oui. Et qu'est-ce que vous faites de la culture positive? Oui, mais en fait, c'est pas forcément recommandé. Mais nous, on le fait. On fait un LCS et la DVE en culture. Et si le jour de l'ablation. Il n'y a pas eu de LCS et que la culture revient positive, est-ce que en fait, on fait les deux. Alors, si elle est bouchée, évidemment, on ne peut pas faire de LCS. Si la culture redevient positive, on refait une ponction lombaire. Et puis après, est-ce qu'on a d'autres éléments qui nous font penser qu'il y a une méningite? On ne traite pas une culture, pas une culture isolée d'extrémité de drain. Et d'ailleurs, la fameuse patiente avec cette lésion épidurale là que je vous montre, qui est monstrueuse à Candida, et là, on aurait peut-être dû la traiter tôt.
C'était une culture, et c'était à Candida, donc c'est quand même pas fréquent d'avoir du Candida sur une extrémité de drain, en fait. Et c'est là où on aurait dû le traiter plus tôt, je pense. C'était une seule colonie sur l'extrémité du drain, avec un LCS négatif. Et par ailleurs, une altération neurologique, mais par contre, pareil, Candida, c'est comme Cutibacterium, c'est comme Staph epi. En fait, il n'y avait pas grand-chose sur la bioche. Donc, en fait, on s'est dit, et sur la cellularité non plus. Donc, on s'est dit, c'est une souillure, mais ça nous paraissait bizarre. Donc, on se l'était gardé à l'esprit. Puis après, on est allé un peu plus loin en demandant une PCR qui est revenue positive sur un LCS ultérieur. Mais effectivement, non, on a tendance à pas traiter juste une culture d'une extrémité sauf si on a une grosse inquiétude d'une infection et on a un patient qui s'altère sur le plan neuro avec une infection patente, une fièvre et une altération de l'état de conscience. Parce que sur les méningites qu'on étiquette aseptiques, quand on compare en post-op de neurochirurgie les infections, les patients qui ont une vraie infection et les patients qui ont une méningite aseptique, finalement, il y a, sur les paramètres biochimiques et biologiques d'une manière globale, il n'y a pas beaucoup de différence. En fait, il n'y a pas de différence significative. C'est une étude qui est prospective sur je crois qu'il y avait une dizaine de centres anglais qui ont regardé ça. Et par contre, la seule différence entre les deux, entre méningite aseptique et les vraies infections qui sont avérées avec les cultures positives, c'est altération de l'état de conscience. Donc c'est la clinique qui changeait dans cette étude, qui est prospective quand même. Et c'est pas la cellularité, c'est pas la biochimie. C'était la clinique. Donc clinique, fièvre, et puis une extrémité de DVE qui pousse, j'aurais tendance à traiter en attendant le résultat de la LCS. Mais bon, évidemment, c'est la clinique qui va nous aider. Ici. Oui. J'ai une question. Les recos que tu as présentés, elles sont de 2017, donc c'était moins à la mode, mais il y a quand même de plus en plus de BHRE. Quand le dernier papier que tu as présenté, ils étaient Méronam R, donc ils ne détaillaient pas comment ils avaient traité IV. Par rapport, ma question, c'était les inhibiteurs qu'on fait en IV, donc dans le Zavicefta ou Zerbraxa, versus les molécules comme le cipidérocol, où il y a vraiment il n'y a pas d'inhibiteur, c'est la molécule entière qui a une action sur les BHRE. Tu privilégierais quelle stratégie? Parce que les inhibiteurs, j'imagine qu'il n'y a aucune ou très peu de littérature. Il n'y a pas beaucoup de littérature dans le LCS. Non, je vois, il y a Tazobactam qui a été étudié, mais il n'y a pas grand-chose Puis on ne sait pas en fait ce que ça donne en fait. Tu vois, l'efficacité, on n'en sait rien. Donc la diffusion en elle-même, moi j'en sais rien, peut-être que certains le savent, mais il n'y a pas grand-chose. Et dire ce que tu privilégies, en fait, j'en sais rien. Moi je ne sais pas. On en a eu une il n'y a pas longtemps. Et c'est les infectiologues qui ont dit on va plutôt faire tel ou tel antibiotique parce qu'on a tel. Enfin, tu vois, c'était plus un choix d'infectiologue que de notre choix à nous. Non, moi, je suis pas experte en la matière. Puis en plus, c'est tellement rare dans notre service que je me lancerai pas à vous donner des conseils là-dessus. Ok. Allez, une dernière question. On peut couper la pause repas. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que tu utilises des marqueurs dans le LCR qui pourraient t'aider à trancher? Parce que des fois, comme tu le dis, c'est pas toujours facile. Il y a certaines choses qui sont en train de sortir. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Moi, j'ai pas d'expérience là-dessus parce qu'on ne fait pas. On fait les trucs classiques, lactate. On fait même pas la procalcitonine parce que c'est pas terrible, sensibilité elle est pas top. La lactate, ça vous aide quand même? La lactate, c'est ce qui nous aide le plus, en fait. Mais non, le reste, on fait pas. J'ai pas d'expérience. Merci beaucoup. Si on veut rester dans les temps et avoir un peu le temps de manger, il y a le repas qui est avec les sponsors, là où il y avait les pauses café. Pour ceux que ça intéresse, il y a 2 ateliers qui vont avoir lieu, un sur le Doppler transcrânien et un sur les tests de compliance cérébrale. Donc vous pourrez venir pendant la pause repas. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 13h30 ici pour la session de cet après-midi. À tout à l'heure.